Donc, on est présentement avec Camille Giroux, kinésiologue et aussi une pénible. Ben oui, bonjour! Salut Camille, ça va bien? Ben ouais, ça va super bien, toi? Ça va super bien. Quand je dis pénible, là, je dis pas que t'es pénible personnellement, mais c'est parce que t'as un show. Ben, à la base, on s'appelle comme ça parce qu'on s'est fait baptiser par le monde de la station. Ils nous ont écoutés. Au début, on s'appelait les Chevaliers de la Première Ronde. Puis à force de nous écouter, ils nous ont dit « Mon Dieu, vous êtes bien pénibles! » Fait que là, on a changé notre nom. Ah ben, écoute, je trouve que c'est un bon nom. Je sais pas si ça comme vous qualifie particulièrement. J'ai écouté un petit peu. Une affaire qui m'a marqué vraiment beaucoup, c'est... je pense que c'est toi qui le disais, c'est comme ça fait, je pense que c'est printemps dernier. Savez-vous qu'est-ce que LL Cool J veut dire? C'est comme Ladies love Cool James. Puis la réponse c'était comme, ben je pense qu'on s'en calisse là. Ouais, c'est ça! Ouais, je pense que j'avais vu ça sur Wikipédia, j'étais comme « For real? C'est ça que ça veut dire? Wow! » Si j'avais eu comme un café, comme je l'aurais craché sur mon écran d'ordinateur quand j'ai entendu ça, c'était assez drôle. Ben c'est un peu ça le but de notre émission, hein? Pas de vous faire cracher votre café, mais de vous surprendre! Ou de vous apporter des faits complètement inutiles, tu sais. Ouais, c'est ça, des chroniques, des humoristes aussi, des interviews. Oui, beaucoup d'humoristes, on va dire ça, de la relève, là, peu importe ce que ça veut dire, mais ouais. Ben c'est bon, juste pour dire, c'est 14h30 le mercredi, pas longtemps après notre émission ici à Épistémia. Exactement, fait que si les gens qui nous écoutent en ce moment restent sur 89.3 FM, ils vont avoir la chance d'écouter Les Pénibles. Après le Mix 25 à 13h. Exact. Mais aujourd'hui, t'as répondu à l'appel, je cherchais des gens à interviewer, puis tu t'es dit, genre, je vais parler de mon champ d'études, qui est la kinésiologie. Ouais, exactement, la kinésiologie. Il a fallu que j'y pense un peu, parce que moi, comme t'es kinésiologie, kinésiothérapie, ou t'es physiothérapie, moi je suis tout mélangé quand j'entends parler de ça. Là. Je sais pas exactement qu'est-ce que je devrais dire. Ouais, classique. Dans le fond, grosso modo, pour t'expliquer, la kinésiologie, c'est la science du mouvement. Donc, nous, on est les professionnels, dans le fond de la santé, qui travaillent avec le mouvement à des fins de réadaptation, de performance. Fait que ce que ça veut dire concrètement, c'est, par exemple, tu veux t'entraîner pour, je sais pas, mettons, courir un 5 km. Ben, nous, on va t'aider à faire ta préparation physique pour que tu sois en mesure d'accomplir ton objectif qui est de courir un 5 km. Mais les objectifs, ça peut varier d'une personne à l'autre. C'est-à-dire que si tu es une personne de 75 ans qui fait de l'incontinence respiratoire, pas de l'incontinence respiratoire, hein, de l'insuffisance respiratoire ou de l'incontinence urinaire, which is not the same thing, les objectifs de cette personne-là vont être complètement différents de la personne qui veut faire un 5 km, on s'entend. Fait que son objectif à cette personne-là qui fait l'insuffisance respiratoire, ça va peut-être être de se lever de sa chaise 5 fois d'affilée ou de marcher 15 minutes par jour, tu sais. Fait que tout dépend vraiment de la personne, de sa condition et de ses objectifs. On va aussi avoir le kinésithérapeute qui, je pense qu'à la base, c'est plus en France que cette formation-là se fait. Je sais que ça se fait maintenant au Québec aussi, mais ça s'apparente un peu plus à la physiothérapie. Donc, il va y avoir de la thérapie manuelle qui va être impliquée dans le traitement. Nous, comme kinésiologues, on ne touche pas les clients ou les patients. Le physiothérapeute ou le kinésithérapeute vont avoir à faire des manipulations avec leurs patients, un peu comme le chiropraticien aussi. Là, encore là, ça va dépendre d'un champ d'expertise à l'autre. Le physiothérapeute va faire de la thérapie manuelle. Exemple, tu t'es foulé la cheville. Ben, il va mobiliser ta cheville. Il va la faire bouger lui-même. C'est ce qu'on appelle des mouvements passifs. C'est-à-dire que toi, tu vas pas contracter tes muscles volontairement pour effectuer un mouvement. C'est le physiothérapeute qui va bouger ta cheville pour faire ce mouvement-là. Après ça, ben, nous, en kinésiologie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer ta cheville après la physio en faisant des mouvements actifs. Il y a aussi l'ergothérapeute. Il ne faut pas oublier. L'ergothérapie, c'est plus en termes fonctionnels. Donc, par exemple, une personne qui se blesse, un mécanicien, par exemple, qui se blesse à l'épaule à cause des mouvements en haut dans les airs tout le temps, il peut se faire, mettons, une tendinite à l'épaule. Ben, en physiothérapie, il va y avoir la thérapie manuelle, un peu de l'électrostimulation, glace-chaleur, etc. Ensuite, en kinésiologie, on va faire l'entraînement pour l'aider. Mais l'ergothérapeute, lui, ça va être l'entraînement fonctionnel. Fait qu'on va refaire les actions que la personne fait dans le cadre de son travail, mais dans une position qui va être acceptable pour l'amplitude de son épaule, pour limiter les douleurs, pour éviter que ça se reproduise dans le futur, ce genre de blessure-là.
Fait que je sais pas si c'est plus clair. C'est un peu plus clair. Je pense que je peux bien m'enligner maintenant avec comme un peu comme la racine des mots, fait que comme la physiothérapie, c'est vraiment l'aspect physique comme du corps, genre là, comme pas nécessairement juste comme uniquement la biomécanique, mais c'est comme les muscles pis les affaires. Tandis que la kinésiologie, ça va être comme comment ces affaires-là bougent ensemble. Ouais, c'est ça. Tandis que l'ergothérapie, ça va être justement comme l'ergonomie de la chose. Comment tu veux t'arranger pour faire ça de manière normale. Ouais. Pas nécessairement comme l'ergothérapeute ne va pas t'aider à faire comme un overhead press de 50 livres. Là. Ben, peut-être pas 50 livres, mais il va t'aider à le faire pour que tu sois assez musclé et que ben, assez musclé, dans le sens où tu vas être assez fort. Ta musculature va être assez forte pour refaire ces mouvements-là dans le contexte de ton travail. Fait que, si tu lèves des charges de 100 livres à ta job, ben, probablement que tu vas te faire travailler dans le 50 livres et jusqu'à ton 100 livres, mettons. Ouais, ce que je voulais juste dire, c'est comme, tu vas pas voir un ergothérapeute quand t'es comme un genre de bodybuilder. Let's go! ouais. Chest bras, non, moins l'ergo. Ouais, mais c'est intéressant quand même parce que il y a vraiment comme des champs comme distincts. Il y a vraiment des spécialisations ici, là. Ouais, mettons, en kinésiologie, moi j'ai étudié à l'UQAM. Puis à l'UQAM, nous, notre programme est beaucoup plus axé sur la pratique. Donc, dans le cadre de notre baccalauréat de 3 ans, ben on a 2 ans complets de stage. C'est à temps partiel, évidemment, mais reste que c'est quand même énorme. Tandis que dans les autres universités, généralement, il y a un peu moins de pratique. Ça dépend encore là, les concentrations que tu fais, le chemin que tu veux prendre. Mais en règle générale, tu as beaucoup plus de théorique, par exemple, à l'Université de Montréal ou à l'Université Laval. Je sais que Sherbrooke, il y a quand même plus de pratique, là, mais reste que à l'UQAM, on a vraiment beaucoup de stages. Puis, l'affaire aussi, ça dépend de qu'est-ce que toi, tu veux faire. Tu sais, on s'entend, si tu veux être un entraîneur dans un gym, puis pousser les gens, comme je disais un peu tantôt, là, mettons avec le 5 km ou à renforcer la musculature, whatever, t'as ce champ-là que tu peux prendre, qui est souvent ce qu'on associe le plus à la kinésiologie. Là. Moi, quand je me suis inscrite en kin, à la base, c'était pour monter mes notes pour aller dans un autre programme. Finalement, je suis tombée en amour avec la job. Mais, tu sais, moi, l'entraînement en gym, c'était pas tant ce qui me faisait triper. Mais, en tout cas, c'était ce que je croyais qui était l'unique façon comme de faire cette job-là. Après ça, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y a un gros volet réadaptation. Fait que ça, moi, c'est vraiment ça qui m'a allumé le plus. Tu sais, moi, j'ai travaillé avec les aînés pendant un bout. Tu sais, de les aider justement s'ils ont des blessures, des conditions particulières, s'il y a une personne qui est diabétique, hypertendue, si tu as fait un infarctus. Tu sais, name it, là, blessures musculo-squelettiques, etc., etc. Fait que ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Aussi, de contrer le vieillissement normal du corps, là, fait que de travailler pour que la personne reste fonctionnelle le plus longtemps possible. Ce qui est une problématique dans notre société, là, parce qu'on a une société vieillissante, puis l'espérance de vie augmente, mais l'espérance de vie active diminue. Et ça, c'est très coûteux à l'État, on va dire ça comme ça, et très dommageable pour la société en général. T'as d'autres champs encore là, tu peux aller en ergonomie. Fait que ça, c'est devenir ergonome, c'est pas ergothérapeute. Fait qu'ergonome, ça va être de s'assurer que ton lieu de travail satisfait les critères sécuritaires. Il y a aussi, bon, moi j'ai fait de la recherche, fait qu'il y a tout ce volet-là aussi. Puis encore là, en recherche, tu peux faire de la recherche super fondamentale là, dans le muscle, de voir si tu manges telle affaire, qu'est-ce que ça va faire à ton tissu musculaire si tu fais tel type d'entraînement, mettons. Fait que là, dans les labos, ils font des biopsies musculaires, fait qu'ils vont te chercher un petit bout de muscle, ils checkent ça dans le microscope. Moi, c'est pas tout ça que j'ai fait. Tu sais, moi, je travaillais avec des jeunes dans un gym, on testait un programme d'activité physique pour ces jeunes-là qui avaient des troubles de développement moteur. Fait que c'était de voir, est-ce que ces enfants-là qui ont des gros problèmes d'estime d'eux-mêmes à cause qu'ils sont souvent moins efficaces que les autres enfants dans telle tâche, est-ce que ce type d'entraînement-là, ça va favoriser une motivation, puis ultimement adopter un mode de vie sain, un mode de vie actif. Mais t'as d'autres recherches aussi, ça va être de tester, mettons, en biomécanique ou en cinésio, mettons, voyons comment on appelle ça, un fauteuil roulant, un fauteuil roulant de compétition pour les personnes paraplégiques, mettons. Fait que t'as plein d'affaires que tu peux faire. C'est super intéressant puis motivant de voir les différents champs d'expertise, puis à quel point que cette job-là est méconnue, mais à quel point qu'on peut avoir un impact concret sur la vie des gens, sur la qualité de vie des gens.
puis sur l'avenir des soins de santé au Québec, là, on s'entend. Hey, j'ai plein de questions, là. Vas-y! Non, mais c'est super fascinant parce qu'il y a comme juste plein de directions dans lesquelles on peut aller. C'est ça qui est mélangeant aussi. Juste par curiosité, c'était quoi ce que tu voulais faire avant de tomber en amour avec la kinésiologie? Mon but, c'était d'être nutritionniste. Depuis que je suis jeune, là, moi, j'étais abonnée, là, j'écoutais Zest à tous les jours, j'écoutais Canal Vie, les petites émissions de cuisine, tout ça. Puis là, moi, je me suis dit, ça, c'est ma voie, parce que je suis une personne très stressée dans la vie, donc je me suis dit, oublie ça, travailler dans une cuisine. Mais, pourquoi pas, joindre l'utile à l'agréable, tu sais, d'être nutritionniste, et pourquoi pas. Puis j'avais vraiment pas des bonnes notes à l'école. J'ai vraiment... tu sais, j'ai coulé des cours, là, ça allait pas bien, j'haïssais les maths, la physique, la chimie, la bio, name it. Puis, next thing you know, j'ai fini ma maîtrise, là, dernièrement, en sciences de l'activité physique. Tu sais, c'est quand même... c'est spécial, mais je pense que c'est juste quand tu trouves quelque chose que t'aimes après ça, ben, boum, là. Ouais, c'est ça, les chemins de la vie, des fois, sont comme... Tu t'en rends pas compte que tu vas aimer quelque chose que tu fais juste de même, juste pour le fun, genre, c'est comme... Ouais, puis tu sais, il y a des choses tellement pas concrètes, des fois, en chimie, en physique, en maths, quand tu étudies au cégep, puis après ça, t'arrives à l'université, puis tu l'appliques concrètement dans un truc qui t'intéresse au bout, tu sais, c'est vraiment pas la même affaire, là. Ouais, puis ben, juste pour dire, comme la nutrition, c'est quand même extrêmement comme poussé en termes de chimie, genre, tu regardes comment les nutriments, puis... les molécules sont absorbées par le corps de telle manière. C'est quand même assez complexe, là. C'est drôle que... complètement. Ouais, vas-y. C'est drôle que la kinésiologie, c'est comme genre moins demandant en termes de comme notes, là, que... Non, pas tant! Tu serais surpris. Tu sais, mettons, moi, les cours qui m'ont fait le plus suer, mettons, pendant mon bac, c'était ça, le biomécanique, physiologie de l'exercice, etc. Mais en même temps, j'ai vraiment eu des bonnes notes. Parce que c'était quelque chose qui m'intéressait. Fait que, tu sais, on arrive là, à calculer des moments de force à l'épaule quand que je tiens mon bras droit avec une charge de 5 livres dans les mains. Si je fais un mouvement de rotation de l'épaule, c'est quoi les muscles qui vont être engagés. Si, mettons, je sais pas, là, tu fais un entraînement par intervalle de haute intensité, c'est quoi les nutriments que ton corps va brûler, puis c'est combien ton bilan énergétique que ça va te créer. Tu sais, ça reste que c'est super intense, physique, chimie, bio, là, puis maths aussi, là, tu sais. Comme, en tout cas, à l'UQAM, il y avait deux façons d'être pris, là. T'avais soit tes notes, puis genre ton évaluation, blabla, ton entrevue, je sais pas trop, tes tests physiques. Là, je sais que ça l'a changé dans les dernières années, mais quand je suis arrivée, c'était ça. Mais il y avait aussi... t'avais pas besoin d'avoir un parcours de sciences, tu sais. Tu pouvais faire toutes ces étapes-là sans avoir eu de cours. Puis les gens dans mon programme qui avaient pas eu... Ou du moins qui avaient eu, mettons, leurs équivalences, mais en cours du soir des années plus tard, eux, ils ont rushé solide au début, tu sais. Parce qu'ils étaient comme... c'est quoi ça, un neurone? Puis genre... des glucides, ça sort d'où? Tu sais, je sais, je dis la merde, là, mais en gros... tu serais étonné. Ouais, probablement, hein, parce que souvent ces affaires-là, il y a juste comme plein d'informations super pointues qui sont dedans, dans ces programmes-là. Ouais. Je me rappelle mon premier cours de neuro, le prof il parlait, puis tu sais, au début je notais les mots que je comprenais pas, mais genre après 10 minutes, j'ai juste abandonné. J'étais comme, je comprends rien. On dirait qu'il parle une autre langue. C'est ben trop... c'est trop poussé pour moi. Ben, je travaille fort, puis j'ai eu des bonnes notes, là. Quand tu parles de neuro, c'est comme comment le cerveau interagit avec comme les muscles ou... Ouais, exactement. Comment, mettons, les neurones moteurs qui partent de ton cerveau, mettons, puis qui s'en vont dans tes muscles, comment que tu fais pour générer de la force avec tes neurones, comment que t'apprends des mouvements, l'apprentissage moteur, le contrôle moteur, tout ça. Ben, c'est drôle parce que je me pose souvent la question de justement, c'est comme comment est-ce que ton corps, comment ton cerveau contrôle ton muscle puis ton bras, parce que tu peux faire comme plein de mouvements fins, mais comme le signal que ton cerveau doit donner à ton muscle pour rester tendu à une certaine force, c'est quand même quelque chose de weird, là. Ouais, exactement. C'est là, tu m'as fouillé dans mes vieilles affaires, là, mais si je me trompe pas, c'est la boucle de rétroaction interne, là, fait que ça fait en sorte que la force que... Tu sais, t'as des propriocepteurs dans tes muscles, qu'eux autres envoient l'information à ton cerveau. Fait qu'ils disent, mettons, là, je force à 10 newtons en ce moment. Fait que ton cerveau va dire, 10 newtons, je vois la tasse que je tiens pour mon café. Est-ce que j'ai assez de force pour pas l'échapper? Ou est-ce qu'il faut que j'en mette plus ou moins? Fait que là, c'est comme une boucle qui envoie l'information de ta main à ton cerveau, de ton cerveau à ta main. Puis ça se génère
le mouvement comme ça, grosso modo. Écoute, ça fait du sens, hein. Quand tu dis de même, là. Ouais. Je te l'avais dit que j'avais des questions intenses, hein, des fois. Ah, c'est bien correct, j'aime ça. Ça m'a fait fouiller dans mes vieilles affaires. Ouais, c'est super intéressant, pour vrai. On pourrait juste comme fouiller dans comme toutes tes notes de cours pendant, je pense, 3 heures. Là. Ouais, mais là, je suis en train de déménager, puis je les ai toutes encore, là. Moi, c'est mon fun. Puis, tu sais, justement, en ce moment, moi, je travaille... Mais là, c'est ça, j'ai oublié de parler. En ce moment, moi, je travaille en promotion des saines habitudes de vie. Puis, je travaille pas en clinique. Fait que toutes ces petites notions-là, on dirait que t'es perds tranquillement pas vite, vu que tu travailles moins avec les... Ben, tu travailles pas avec les clients ou les patients. Fait que là, moi, j'essaie toujours de me remettre à jour, de continuer à lire ça pour pas le perdre, parce que... Mais tu sais, on s'entend qu'en entraînement, si tu parles de la boucle de rétroaction interne de tes muscles, c'est moyen que le client, tu sais, mais faut que tu le saches. Ouais, ça t'aide justement à savoir comment comme le corps fonctionne en termes de mouvement, fait que tu peux, tu sais, c'est juste... Mais c'est peut-être pas comme nécessairement utile comme en gym, là, tu sais, pour le dude. Quand même, parce que, tu sais, mettons, un dude qui veut faire du bench press, puis que tu vois qu'il engage vraiment pas ses abdominaux, ben, ça se peut qu'il se blesse. Fait que même si le gars, il veut lever 3 plates de 45 de chaque barre, ben ça marchera pas. Faut que tu commences par la base. Fait que tu sais, en l'observant, tu le vois, il y a pas un bon contrôle moteur, va falloir qu'on fasse des exercices plus de base, de renforcement des muscles profonds, etc. Fait que oui, ça a quand même un rapport. Ah oui, c'est comme c'est utile pour toi pour être capable de genre diagnostiquer un problème. Ouais. Mais pas nécessairement que c'est ça, pas que le gars il sache, tu sais. Ouais. C'est tout dans ma tête. Ben c'est ça, tu sais, souvent j'ai fait un peu de physio dans ma vie, puis tu comme tu te fais manipuler ton corps, puis ça a l'air comme un peu de la magie noire, là. Puis là, il y a des été avec comme un genre de un bagage de connaissances mentales, tu es capable de faire ben tu sais, c'est probablement ce muscle-là qui est comme activé d'une telle manière, puis... Ouais, exact. Puis, tu sais, en physio, eux, ils ont plein de tests, là, tu sais, qu'ils vont faire. Fait que si, avec tel test, ils voient que, mettons, cette fonction-là ou ce muscle-là a l'air de bien fonctionner, bon, ben, le problème, ça veut dire qu'il vient d'ailleurs. Fait qu'on va faire un autre test pour voir, tu sais. Fait que c'est vraiment l'investigation pour trouver c'est quoi le problème, puis après ça, ben, comment qu'on le règle. Puis c'est ça que j'aime vraiment de la kinésiologie, c'est que c'est la résolution de problèmes. À toutes les fois, t'arrives, chaque individu est différent, chaque personne a son bagage différent, chaque personne a eu des blessures différentes ou Hey, c'est fou, là, tu sais, il y a des gens qui arrivaient puis ils sont pas capables, mettons, de gambader. Tu sais, tu dis gambader, mais semble c'est facile, tu sais, c'est une affaire qu'on apprend quand on est jeune, mais il y a des gens qui l'ont pas pratiqué assez, ou, pour X raison, ils sont pas capables de le faire. Fait que, tu sais, c'est des fois de revenir à la base pour être capable de juste le mot en anglais, succeed, de réussir après, tu sais. C'est comme un travail de détective, en quelque sorte. Ouais, c'est hot. J'aime vraiment ça. Est-ce que tu peux me parler un peu de la recherche que tu as faite? Parce que tu travaillais avec des enfants qui avaient comme des problèmes de motricité. Est-ce qu'on parle ici de gens qui sont nés avec un... Comment on appelle ça déjà? La cérébro... Ouais, non. Moi, les enfants avec lesquels je travaillais, c'était des enfants qui avaient le trouble développemental de la coordination. Short and sweet TDC, mettons. Le TDC, c'est une condition neurodéveloppementale. Les enfants naissent comme ça. Puis, à première vue, tu peux pas nécessairement dire « Ah, la personne a un TDC », à moins que ça soit vraiment flagrant. C'est comme un peu dans le trouble du spectre de l'autisme. Tu sais, c'est un spectre. Fait que t'as des gens qui vont avoir certains comportements ou certaines difficultés ou certaines facilités dans différentes sphères. Mais le TDC, c'est un peu la même affaire. Fait qu'il y a des enfants qui ont un trouble de coordination au niveau de la motricité fine. Par exemple, vont pas être capables d'attacher leur bouton de chemise, d'attacher des lacets, de dessiner, mettons, entre les lignes, ou d'avoir une belle écriture. T'sais, ces enfants-là vont avoir de la difficulté. Il y a des enfants, à l'inverse, qui vont avoir des difficultés plutôt au niveau des mouvements globaux. Qui vont avoir de la difficulté à courir, ou quand ils vont courir, tu vas voir, par exemple, la tête penchée, ou avoir les mouvements de bras qui sont comme un peu... qui sont moins dans l'acte du mouvement, qui vont être un peu plus élargis. Il y a des enfants qui, malheureusement, ont les deux. Fait que ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. Ça dépend aussi des facteurs sociaux. Fait que est-ce que l'enfant, quand il était jeune, il s'est fait beaucoup stimuler ou pas assez? Bon, fait que ça dépend d'un paquet d'affaires. Puis, dans ma recherche, nous, avec les enfants, qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on les a évalués avec un test d'évaluation cardiovasculaire que j'ai adapté, qui existait déjà, là, que ça s'était fait, mais je l'ai adapté parce que moi, je trouvais que les tests d'évaluation, comme le test Bip-Bip à l'école, c'était super poche, puis que j'avais l'impression que, tu sais,
je sais pas pour toi, mais moi, à l'école, souvent, je faisais moins bon. Puis là, à la fin, j'étais genre, vraiment comme ma vraie performance. Puis là, vu que j'avais évolué, ben là, mon prof, il était comme, ah, bravo, tu t'es full entraîné, tu as une bonne note, tu sais. Et là, je cheatais un peu, là. Mais j'ai l'impression que ce test-là, il est tellement dur puis exigeant psychologiquement que les gens abandonnent avant qu'on atteigne réellement leur capacité cardiovasculaire. Ça me gossait vraiment. Puis je me suis dit, imagine avec des enfants. Tu sais, on peut pas leur demander de faire ça ou faire un test d'effort maximal ou que la fin du test, c'est quasiment quand tu vomis. Là, j'étais comme, c'est pas le fun pour des enfants, fait qu'est-ce qu'on va faire? Fait que mon test, c'était un test vraiment moins long. C'était comme un peu, tu sais, la queue de l'âne. Là. Au mur, t'avais des rubans. Fait que l'enfant parcourait une distance de 20 mètres aller-retour, puis à chaque allée, il allait chercher un des 5 rubans, il le ramenait dans la boîte jusqu'à temps que les 5 rubans sont dans la boîte. Fait que c'était 5 allers-retours. C'est pas long. Puis l'enfant, concrètement, il voit, là, quand t'arraches un ruban, « Hey, il m'en reste rien que 4, hey, il m'en reste rien que 3. » Au lieu de courir, faire comme « Oh mon Dieu, je suis juste au palier 4 » ou « j'ai couru, je sais pas, il me reste combien de temps jusqu'à temps que je vomisse, tu sais. » Fait que c'est pas vraiment le fun. Fait qu'à ce moment-là, ben, on a évalué les enfants avec ce test-là. Puis, ce qu'on évaluait, ben, c'était comment que notre programme d'activité physique aidait les enfants à améliorer leur capacité cardiovasculaire. Fait que c'était un programme d'activité là, super ludique. Fait qu'on travaillait beaucoup avec le concept d'autodétermination. C'est ce qu'on voulait tester. Fait qu'on fait des activités qui développent le sentiment de compétence. Fait que c'est toujours dans les limites, pas trop difficiles, pas trop faciles pour les enfants. On ajuste pour que ça soit individualisé à chaque enfant. Après ça, tu as le sentiment d'appartenance. Pour que les enfants, c'est toujours tout le groupe dans une tâche commune. Que c'est jamais ballon racheteur un contre l'autre, tu sais. Non, non, non. Nous, on veut que les enfants réussissent puis qu'il y ait du fun. Fait que tout le monde ensemble dans un but commun. Puis l'autonomie. Fait qu'on a toujours des choix. L'enfant, il a la liberté de choisir qu'est-ce qu'il veut faire. Il va finir par tout faire les ateliers qu'on a décidés aujourd'hui, mais il peut choisir l'ordre dans lequel il fait. Ou s'il veut pas le faire, ben il fait pas, là. On va pas le forcer. Mais comme ça motive les enfants. Puis nos résultats, ben ça va dans ce sens-là. Fait que les enfants se sont améliorés au niveau de la motivation intrinsèque. Fait qu'ils auront probablement plus tendance à adopter un mode de vie sain et un mode de vie actif en étant motivés de l'intérieur à faire des activités parce qu'ils ont eu du fun. Ils ont aussi amélioré leur motricité fine, parce qu'on était comme « OK, c'est intéressant, c'est une belle découverte. » Puis au niveau du patron de course, ils se sont améliorés aussi dans leur patron de course. Fait qu'au lieu d'avoir un patron de course qui était un peu plus élargi ou un peu plus... là, j'ai juste des mots en anglais, là, genre sloppy ou wide. Ben, l'enfant avait des plus petits pas, puis il en faisait plus. Fait que c'était vraiment un beau projet, là. Ça s'est fini abruptement avec la pandémie, mettons. Mais ouais, j'ai été quand même chanceuse de pouvoir faire la majorité de mes tests avant la pandémie, ouais. Ouais, mais c'est quand même vraiment intéressant. Il y a comme quand même un gros volet aussi psychologie là-dedans. Ouais. Ouais, c'est pour ça qu'on travaille aussi en partenariat avec les ergothérapeutes, du Centre de recherche de l'hôpital Sainte-Justine, de l'UDM, les infirmières, ouais. C'est quand même aussi intéressant le résultat d'avoir comme plus de motricité fine. J'imagine que en science, tu arrives, tu as des résultats inattendus, puis c'est ouais. Un peu inexpliqué ou pour l'instant inexplicable. Ouais. Y a-tu une thèse comme que toi dans ta tête, si tu avais investigué ça, tu ferais comme pourquoi genre ça fait ça? Ben, on était étonnés, mais on avait déjà vu dans la littérature scientifique que c'était quelque chose qui avait déjà été observé. Si je me trompe pas, c'est en Chine, genre 2016 ou 2018. Ils avaient fait une grande étude, là, parce que leur bassin était beaucoup plus grand que le nôtre. Puis c'est quelque chose qu'ils avaient observé, genre même s'ils n'avaient pas évalué, non, c'est-à-dire même s'ils n'avaient pas entraîné la motricité fine pendant leurs activités, c'est un programme assez similaire à nous. Là, c'est juste pas basé sur l'autodétermination, mais reste que c'est des activités pour les enfants. Puis il avait observé ça là, justement lors de l'évaluation post-traitement qu'il y avait eu une amélioration de la motricité fine. Fait que j'étais pas... je suis pas tombée en bas de ma chaise, mais j'étais comme « Wow! C'est cool que ça arrive! » Puis ça, c'est le volet ergo. Fait que c'est eux qui se sont occupés d'analyser ça. J'en ai pas parlé dans mon mémoire, mais ça reste que c'était vraiment intéressant de voir ça. Puis justement, dans les cours subséquentes, ben, c'est quelque chose qui allait plus investiguer, t'sais. Fait que, à suivre, là, je sais pas quand est-ce que ça va sortir. Là.
Ah, mais moi, dans ma tête, je commence à penser à ça. Parce que le cerveau, il est comme, c'est quelque chose de vraiment complexe. Puis c'est pas exactement les mêmes parties qui vont faire comme des. Genre, admettons, c'est pas la même partie qui va faire comme. La motricité fine, c'est peut-être pas nécessairement régi par la même chose qui fait en sorte que tu fais. Quand tu attrapes un ballon ou. Ouais, exactement. Ouais, puis tu sais aussi, c'est que, mettons, la motricité fine, ce qui se passe, c'est que t'as beaucoup, beaucoup de neurones moteurs, donc qui partent, mettons, de ton système nerveux central, puis qui s'en vont dans tes doigts. Puis chaque neurone moteur a moins de cellules qui contrôlent, mettons. Fait que ça veut dire que t'as énormément d'influx nerveux qui rentrent, parce que chaque influx nerveux a pas beaucoup de cellules. Tandis que les mouvements plus grossiers, qu'on va dire, les mouvements des plus grandes masses musculaires, t'as pas beaucoup d'unités motrices qui rentrent dans tes muscles, mais ils innervent énormément de cellules. Fait qu'eux, il y a moins d'influx nerveux, parce que, en termes de nombre, mettons, mais ils innervent des grandes surfaces. Fait que les deux sont contrôlés différemment. C'est le même principe, mais ils sont contrôlés différemment. Fait que ça joue, tu sais. Puis aussi, c'est ça, dans le cerveau, les aires motrices, ben, c'est pas les mêmes sections là, qui travaillent, ouais. Moi, Ouais, j'imagine. Dans ma carte. J'imagine que c'est parce que, vu que ça comme travaille beaucoup, comme les neurones puis les cellules, ça a un effet juste bénéfique, comme synergétique, là. Je comprends pas ce que tu veux dire. Moi non plus. Mais tu veux dire en synergie? Ce que je veux dire, c'est, vu que c'est tes neurones puis des cellules qui travaillent, genre, vu que les grosses neurones travaillent beaucoup pour que t'aides à courir, ben comme les petites, c'est pas les petites neurones, là. C'est comme les canaux sont comme, quand même pas utilisés. Il y a il y a un meilleur mot que je cherche. Fait que vu qu'ils sont utilisés, genre, ils peuvent quand même aider un petit peu, genre, ta motricité fine va être. Oui, ben, tu sais, je sais pas si ça va répondre à ta question, mais par exemple, quand tu cours, si tes doigts sont complètement écartés, ben, tu sais, mais pas qu'on va très général, mais mettons que tes doigts sont élargis, ben là, tu vas pogner dans le vent. Tu vas être contre aérodynamique, ça va faire en sorte que tu vas travailler plus. Ou, par exemple, tu sais, des sprinteurs qui ont des gros mollets. Ben, c'est niaiseux, mais la masse qui est, dans le fond, les mollets, elle est plus lourde, fait que ça va contrer la vélocité que tu vas avoir, mettons, quand tu vas courir. Fait que, oui, mettons, les extrémités ou les endroits qui sont un peu plus innervés, ou les motricités fines, etc., ben, elle va quand même contribuer dans ton mouvement global, dans la mesure où ça va te permettre d'avoir un mouvement efficient de par la façon que tu vas positionner tes segments, mettons, dans l'espace. Fascinant. J'ai dit bon mot, my god, je me surprends! Ça fait longtemps que je parlais pas de ça, mais je suis comme, oh, c'est cool. Si je dis de la merde, vous pouvez écrire aussi à CISM. Mais ça va me faire plaisir d'en apprendre plus. Lespénibles@gmail.com. Ouais, lespénibles, c'est CISM@gmail.com. Il y a aussi epistemia.radio@gmail.com. Voilà. Je suis prêt aussi à accepter les emails. Ouais, envoyez-nous vos questions ou vos recommandations d'articles scientifiques à lire. Je suis down d'être à jour, mais à date, c'est ça que je sais. Tu parlais tantôt des personnes âgées puis du vieillissement de la société. Il y a comme un volet avec la kinésiologie qui est comme un volet du bien-être quand même. Ouais. C'est de la mise en valeur de l'activité physique, puis comment cette activité physique-là peut juste te permettre à vivre mieux plus longtemps aussi. Ouais, exact. C'est ça que j'ai trouvé un peu dommage avec les dernières recommandations du gouvernement là, concernant la situation sanitaire, de ne pas réouvrir les gyms. Ça m'a fait de quoi? Parce que en termes de bien-être mental, de bien-être physique, c'est un must, on va s'entendre. Puis que, tu sais, je dis le mot gym, mais ça pourrait être un studio de yoga, ça pourrait être une salle d'entraînement, genre dans une clinique de physio aussi, peu importe, tu sais. Ça m'a fait de quoi? Parce que à la base, tu sais, moi, depuis le début de la pandémie, j'ai commencé à lire énormément sur le sujet. Puis, tu sais, à la base, si t'es plus en santé, la COVID a beaucoup moins d'impact nocif sur ta santé. Tu vas avoir moins de complications, moins de crises d'hospitalisation. Fait que déjà, de ne pas avoir une population qui est en santé, parce qu'on s'entend que le taux de sédentarité de la population est astronomique, là. Les gens qui suivent les recommandations de 150 minutes d'activité physique par semaine là, sont très faibles quand même, là, en général.
Fait que déjà, ça marchait pas. Après ça, toutes les personnes qui ont des conditions diabète, hypertension, maladie chronique générale, bon, eux autres aussi ont énormément de risques. Fait que s'ils sont pas actifs, ben, non seulement on peut pas les aider à gérer leur pathologie, mais en même temps, on peut pas leur prévenir de développer ces complications-là liées à la COVID-19. Puis, c'est démontré aussi, puis là, avec les études qui viennent de sortir, que dans un optique de retour à la vie normale après l'hospitalisation ou juste après avoir eu la COVID, ben, l'activité physique, c'est aussi un must. Parce que ça va t'aider à revenir à ton état que t'étais avant et même plus, tu sais. Fait que je trouve ça dommage qu'on push pas plus pour mettre de l'avant l'activité physique parce que le système de santé est engorgé, pis c'est pas pour rien. La population est sédentaire, la population a des maladies, tu sais. Fait que veux pas, oui, ok, ça va coûter peut-être plus cher si on engage un bunch of kinésiologues puis qu'on en plante partout dans les écoles, dans les centres hospitaliers, dans les bureaux, les entreprises, n'importe où. Mais ultimement, on va sauver du cash à la fin parce que le monde va être en santé. Le monde va être plus productif, le monde va être plus heureux, il va avoir moins de dépression, moins de burn-out, moins de... Tu sais, fait que je trouve ça pas... Pis c'est pas utopique de dire ça, là, vraiment pas. Là. C'est vraiment... c'est legit, tu sais. Ouais, mais tu sais, quand on parle de gym, moi, dans ma tête, je pense du point de vue, contact puis contamination. Je peux comprendre, admettons, là, je parle du gym classique, là, tu sais, parce qu'il y a une série de vélos, genre, t'as comme 30 personnes là-dessus qui respirent fort, puis là, tu fais comme la ventilation, qu'est-ce qu'on fait, genre. Ouais. Fait que... Ben, tu sais, la dernière fois, moi, je suis allée au gym, c'est en décembre, un peu avant des fêtes, quand c'était encore ouvert, là, tu sais. Je suis allée au gym, pis c'était... Quand tu rentres, tu gardes ton masque tout le temps, là, même quand t'es sur les machines. Puis après ça, ben, quand que tu rentres, ils te donnent une push-push. Fait que déjà qu'à la base, il y en avait des push-push dans les gyms, puis qu'à chaque fois que tu utilises une machine, t'es supposé la nettoyer. Mais là, t'es avec ton push-push, là. Tu t'en vas d'une machine à l'autre avec ton push-push. Fait que ça. Puis il y a aussi le fait que toutes les machines, surtout cardiovasculaires, sont séparées par des plexiglas. Fait en termes de contamination, je sais pas, la ventilation, ça c'est autre chose, là, faut voir. Mais généralement, les gyms sont mieux équipés que les écoles. Fait que, à ce niveau-là, je suis pas sûre qu'on a tant à s'inquiéter. Mais ça serait de voir, tu sais. Il y a quand même des éclosions dans des gyms, fait. Ben, c'est ça. Moi, je connais quelqu'un qui l'a probablement pogné dans un gym. Fait que, tu sais, aller faire un peu de vélo, tu sais, stationnaire ou une coupe d'affaires. C'est le truc, quand on mentionne, admettons, les plexiglas, le plexiglas se relève plus comme du théâtre sanitaire que comme un réel, parce que, tu sais, la ventilation, l'air, c'est un fluide, ça va se propager éventuellement, comme par-dessus, par les côtés. C'est un sujet complexe. Moi, je comprends, les gens veulent s'entraîner. Moi, je m'entraînais avant de faire une blessure, avant d'avoir une blessure. J'ai une blessure, je peux plus vraiment m'entraîner pour l'instant, mais ça me manque tellement, j'aime ça. Prendre des affaires lourdes, les soulever puis les redéposer, là, c'est comme ça, nice, tu sais. Ouais, c'est le fun, mais ça fait... Ça te rend plus confortable avec ton corps, ça fait du bien, tu sais, c'est motivant, puis tu te sens plus confiant, je trouve. Ouais. Tu sais, c'est dur, là, tu sais, même moi, j'ai eu de la misère à m'entraîner, là, avec la pandémie, ça a été vraiment rough, puis je recommence tranquillement pas vite, puis ce que je me rends compte, c'est que, oui, mettons, l'initiation à l'entraînement, la journée, je suis comme, si je le repousse, puis quand je le fais, je suis comme, pourquoi je l'ai repoussé, dans le fond, ça fait tellement du bien, tu sais, c'est niaiseux. Ben, à la force de le faire, ça va finir par rentrer dans ma tête, là. Ben, après un bon entraînement, tu te sens bien. Pis en tout cas, moi, en tant que quelqu'un qui aimait faire de la musculation, genre, Arnold, il en parle comme le pump, là, c'est comme si le fun d'avoir un pump, là. Allez écouter le vidéo de Arnold qui parle du pump, c'est quand même assez drôle, là. Mais ouais, je pense qu'il faut juste trouver quelque chose qu'on aime, puis moi, ce que j'ai eu vraiment de la misère pendant mes études, c'est que justement, dans ma classe, là, le monde était comme « Yo, tu benches combien? » Puis j'étais comme « Zéro, bro, là, oublie ça, là, la barre de 45, c'est trop pour moi, là, tu sais. » Mais, tu sais, je me sentais pas à ma place à ce moment-là, dans ce contexte-là. Puis ce que je me suis dit, dans le fond, c'est que peu importe de où tu pars, peu importe t'es qui, tu fais quoi, on s'en fout, là, tu sais. Coordonner ma chaussée, ça se peut, c'est correct, c'est pas grave, tu vas à ton rythme, puis tu vas trouver quelque chose que tu vas aimer un moment donné. Puis là, tu vois, là, je suis partie sur le bonne lancée. Là, ça m'a fait un peu de quoi pour que les gyms ferment. Mais s'ils sont pas réouverts, c'est pour une raison. Fait que là, j'essaie de me contenter de ça. Là, je vais pas
me rebeller non plus, là, mais chaque chose dans son temps. Là. Je pense que on peut se rejoindre, parce que moi, je regarde ça, moi je m'entraîne chez moi généralement, je regarde ça d'un point de vue de quelqu'un qui n'a pas nécessairement besoin d'un gym, mais je comprends comme la douleur des gens qui sont pas capables d'y aller au gym parce que ils n'ont pas l'équipement chez eux, ils n'ont pas la place, etc. Puis je suis d'accord que peut-être que le gouvernement aurait pu faire quelque chose pour valoriser comme d'autres types d'entraînement ou d'autres types de mise en forme, quitte à ce que les gyms soient fermés, comme ou tu sais, je sais pas, peut-être avoir comme des gyms à air ouverte. Il y en a un peu comme dans mon coin où tu peux t'entraîner à l'extérieur. C'est pas la même chose faire du bodyweight, mais puis c'est plus difficile en hiver aussi, mais il y aurait peut-être quelque chose qui aurait pu être fait aussi, genre pour faire la valorisation de ça. Ouais, complètement. Tu sais, nous, mettons, avec les aînés, on a des protocoles d'entraînement, c'est jusqu'à exercices, par exemple. Mais tu sais, de faire comme une annonce gouvernementale, faire comme « Hey, la gang, faites juste ces 4 exercices-là! » C'est facile, tout le monde est capable de le faire, tout le monde a une chaise à la maison, tu sais. Fait que de valoriser le fait que, ben, même si c'est pas du sport, entre guillemets, que tu fais, ben, ça reste que tu es en mouvement. Tu sais, après chaque 30 minutes de télétravail, ben, tu te lèves, tu fais 10 squats sur ta chaise, puis tu vas faire 2-3 allées de corridor, puis tu reviens t'asseoir, puis au moins tu vas t'être levé. Ça va être déjà ça. Ouais, parce que c'est comme le nouveau fléau, là, la sédentarité. C'est comme c'est pire que fumer des cigarettes, manger du McDo. Ouais, mais l'activité physique a un effet protecteur contre la cigarette. Fait que les gens qui fument puis qui sont actifs, c'est moins pire. Faites pas ça, mais c'est moins pire. Pas idéal, sauf que... Ah non, c'est ça. Ouais, puis à force de t'entraîner, tu vas finir par abandonner la cigarette, ça va être genre, voyons, c'est calme. Non, les fumeurs sont là comme combien de kilomètres par cigarette, là, let's go, le marathon. Ah, c'est bon. T'as pas parlé encore de ton travail, tu l'as mentionné un petit peu tantôt. Toi, tu fais de la valorisation de l'activité physique dans un contexte particulier. J'aimerais ça que tu m'expliques ça. Je veux pas te casser le punch, là. Je veux te laisser en parler. Je veux pas le dire tout proche non plus, là. Ben, je vais commencer juste par mon titre de mon emploi, puis après, je vais expliquer que c'est ça mange en hiver. Fait que je suis agente de programme, spécialiste en kinésiologie, pour la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits pour la province du Québec au ministère des Services aux Autochtones Canada. Donc ça, c'est ma signature de courriel. En gros, je travaille en promotion de saines habitudes de vie puis prévention des maladies chroniques chez la population autochtone pour la province du Québec. Ce que je fais en ce moment, tu sais, c'est vraiment concret avec les communautés. Comme je l'expliquais un petit peu avant l'émission, c'est un peu plus difficile avec la pandémie parce qu'on n'a pas la possibilité de voyager en communauté pour aller visiter les gens puis voir c'est quoi les initiatives qu'ils ont en activité physique. Mais pour toutes les questions qu'ils ont, tous les besoins qu'ils ont en rapport avec l'activité physique, ils peuvent se référer à moi. Puis moi, je vais essayer du mieux que je peux de les aider. Fait que, tu sais, il peut y avoir des demandes complètement différentes d'une communauté à l'autre, d'une personne à l'autre aussi, c'est très variable. Certaines communautés ont des kinésiologues, il y en a d'autres qui n'en ont pas. Fait qu'à ce moment-là, c'est à nous de voir, ben, eux, est-ce que dans leurs objectifs de santé populationnelle, ils ont l'activité physique? Si oui, comment qu'ils le font? Est-ce qu'ils ont des besoins? Est-ce qu'ils ont besoin de soutien, par exemple, dans l'implantation, là, je dis n'importe quoi, d'un corridor actif à l'école? Ben là, mettons qu'ils veulent faire ça, là, au conseil de bande, ils ont décidé qu'avec l'école, là, que c'était ça qu'ils voulaient faire, mais ils savent pas par où commencer, ils savent pas vers qui se tourner. Fait que là, nous, on va être là pour les aider. Faire comme, OK, ben là, on a fait de la recherche, on a trouvé telle affaire, ben là, ils sont pas adaptés à la culture. Est-ce que vous voulez les adapter à la culture? Ben là, voici, voilà, puis après ça, ben on essaye de vous aider. Fait que, tu sais, c'est toujours dans l'optique de respecter les besoins des communautés, c'est quoi qu'ils veulent, eux, puis de voir comment qu'on peut faire pour les soutenir là-dedans. Est-ce que c'est un nouveau programme? Ça fait-tu longtemps que c'est implanté?
Au départ, c'était avec Santé Canada, puis si je me trompe pas, dans les années 2012-2015 peut-être, là, ça s'est comme dissous. Fait que Santé Canada, toute la portion qui s'occupait de la santé autochtone est partie vers Services aux Autochtones Canada. Il y a aussi Affaires autochtones et du Nord, Couronne Canada, je sais pas trop, je m'en rappelle plus l'acronyme, là. Mais ça, c'est un peu plus politique, tandis que nous, c'est vraiment la santé. Puis c'est ça, ultimement, nous, notre ministère est voué à se dissoudre parce que le but de notre ministère, c'est de redonner l'autodétermination aux communautés. Fait que ça va être eux qui vont être en charge. Par exemple, il y a des communautés au Québec qui sont conventionnées. Fait qu'il y a les Cris, les Naskapis, il y a aussi les Inuits. Puis eux sont beaucoup plus autonomes dans tout ce qui a rapport avec la santé, l'éducation, la politique, la gestion du territoire, etc. C'est pas toutes les communautés qui sont en ce moment conventionnées au Québec, mais eux, bon, ils ont beaucoup plus de pouvoir sur ce qu'ils veulent faire puis comment ils gèrent leurs affaires, tu sais. Les autres communautés, ben nous, on essaie de les soutenir dans ça pour que eux éventuellement, aient aussi le pouvoir sur toute la gestion de leur communauté puis de leurs soins de santé, etc. là. Est-ce que ça existe parce qu'il y a eu un besoin qui a été comme recensé? Tu sais, ce que je veux dire, c'est comme, est-ce que à quelque part, à un moment donné, les gens se sont dit comme il y a de l'aide qui a besoin d'être donnée? En fait, tu sais, nous, le gouvernement, on finance les programmes, les initiatives. Puis au départ, tu sais, avec toute l'histoire coloniale, puis les traumatismes que les communautés, puis les Autochtones ont eu, là, qu'ils soient hors ou sur réserve, tu sais, ça reste que nous, on représente l'oppression, puis on représente ça, tu sais. Nous, notre but, c'est de réparer ce qui a été fait par le passé. Puis, tu sais, là, je dis ça, puis je suis blanche, là, fait que peu importe, là, vous ferez qu'est-ce que vous voudrez avec ça. Mais on peut pas arriver, puis faire « OK, gérez-vous », puis plus rien faire, tu sais. Nous, notre but, en ce moment, c'est que avec les communautés, on travaille dans un processus d'échange puis de collaboration pour faire en sorte que leurs besoins puis leurs priorités de santé soient respectés puis soient menés à bien selon eux la façon qu'ils veulent le faire. Fait que de cette façon-là, eux, l'argent qu'on leur donne, ben, ils décident qu'est-ce qu'ils veulent faire, mais nous, on les aide à faire ça. Fait que, éventuellement, ben là, c'est ça, c'est eux qui vont avoir le total pouvoir sur eux. Mais tu sais, je dis ça, je sais pas dans combien de temps ça va arriver, mais c'est pour pas les laisser dans la marde, on va dire ça comme ça, là. Tu sais, je dis ça, puis il y a plein de communautés là, qui sont super autonomes en ce moment, puis qu'ils réussissent, puis qu'ils sont, tu sais, sont tous tellement inspirants dans toutes les facettes de ce qu'ils font, puis pour eux, moi, plus que j'en apprends sur eux, je suis tellement, je sais pas comment dire ça, tu sais, j'apprends tellement de choses, puis ça me touche tellement, la façon qu'ils ont de leur vision du monde, la façon qu'ils gèrent leur société, c'est tellement plus humain, je trouve, que nous, de la façon qu'on le fait. Puis comme je te dis, j'apprends tout le temps. Fait que je trouve ça fascinant. Puis j'ai l'impression que... Puis tu sais, je dis ça, là, ça fait juste 1 an que je travaille pour le gouvernement, là, fait que peu importe, mais j'ai l'impression que si... Ou tu sais, c'est comme si on avait aboli la loi sur les Indiens du jour au lendemain. Ben, il y a plein d'Autochtones qui auraient perdu leur statut, qui auraient perdu certains droits, qui auraient perdu un peu de leur identité aussi, tu sais. Moi, c'est ce que j'ai lu, en tout cas, là, fait que je sais pas... J'imagine que ça varie d'une personne à l'autre, c'est une opinion super personnelle aussi, là. Mais je pense pas qu'on peut juste faire comme « OK, on dissout le ministère, prenez le cash, puis faites ce que vous voulez avec. » Eux, ils ont la volonté de former des gens, de reprendre en main les services publics, puis que ça soit fonctionnel, puis à leur image, à l'image de leur culture, puis à l'image de ce que les gens veulent, tu sais. Mm. Ouais, je sais pas si ça répond à ta question. Ben, en fait, je voulais faire un pont. Je vais faire une petite parenthèse avant, juste pour dire, j'ai vu un tweet l'autre jour, pour montrer Twitter, c'est comme c'est ce que c'est, là, mais c'est quelqu'un qui parlait d'un livre de, je pense que c'est un économiste, David Graeber, qui est mort au début de la pandémie à peu près. Okay. Une des dernières affaires qu'il a écrit, il parlait je pense que c'est un peu comme la démocratie, comme les influences autochtones sur la démocratie, puis comme les colons, qu'est-ce
comment ça gérait les jésuites versus les échanges comme rhétorique entre les jésuites puis les Cris ou les Anishinaabe, je suis plus exactement sûr. Puis essentiellement, il disait comme le descendant européen blanc moyen d'aujourd'hui a plus en commun probablement avec les Anishinaabe culturellement que les jésuites qui étaient venus ici coloniser, dans le sens où les cultures autochtones étaient plus libres de faire leur propre choix en termes de gestion et aussi en termes de comment ils percevaient les genres ou les échanges juste comme à l'intérieur de leur micro-société, tandis que les jésuites venaient de sociétés très strictes, très religieuses, très, très refermées, avec un statut de la femme qui était comme moins important que ceux d'aujourd'hui. Ah oui, complètement. Il y a beaucoup, tu sais, là, je m'avance puisque je suis pas au courant exactement pour chaque nation, chaque communauté, mais il y a beaucoup de communautés ou de nations qui sont plutôt matriarcales. Fait qu'il y a déjà ça qui est complètement différent. Puis à la base, moi, ce que je lisais, là, tu sais, en ayant commencé à travailler pour Services aux Autochtones Canada, veux pas, je me suis complètement plongée dans toute la lecture, que ce soit les documents officiels ou des certains organismes comme la Commission de la santé et des services sociaux de Premières Nations, ou, voyons, c'est l'Association des Premières Nations du Québec, je pense. Ouais, c'est ça. En tout cas, puis... bref, ce qu'on apprend, en fait, c'est que la démocratie qu'on connaît au Canada en ce moment, elle est basée sur la démocratie qu'ils ont appris des Autochtones en arrivant ici. Parce qu'on s'entend que quand on regarde le régime français ou le régime, mettons, britannique, ben ça a comme pas tant rapport avec nous, comment qu'on fonctionne. On travaille vraiment pas non plus la politique de la même façon qu'aux États-Unis. Fait que, tu sais, juste en regardant ça, après ça, tout ce qui est sport, puis, tu sais, comme je suis kinésiologue, moi, je m'intéresse à ça. Ben, tous les sports qui étaient d'origine européenne, c'était des sports individuels. Les sports d'équipe, c'est les Autochtones qui nous ont appris ça, là. Fait que tout ce qui est la cohésion sociale, l'unité, les groupes, l'entraide, etc. L'esprit sportif, ça n'existait pas avant là, qu'on rencontre, que les Blancs rencontrent les Autochtones, tu sais. Fait que c'est tout ça qu'il faut reprendre un second regard, puis c'est ce qui m'intéresse aussi énormément. Je viens de finir une recherche sur comment l'activité physique chez les Autochtones peut aider au niveau du bien-être mental, puis psychologique et spirituel. Puis, ce qu'on dit, c'est que attends, là, je me suis perdue dans mes affaires. Mais c'est que le sport aide énormément à ça. Puis, c'est ça, le two-eyed seeing. Fait que c'est la façon, disons, européenne blanche et autochtone de voir une même situation, de toujours avoir les deux lunettes en même temps. Parce que tout ce qu'on a appris en tant que blanc, c'est pas nécessairement tout de la merde, on s'entend. Mais, faut mettre des fois les affaires de côté, de faire comme, OK, laissons plus de place à l'autre lunette pour voir le portrait différemment. Puis, je pense que ça bénéficierait à tout le monde, tu sais. Ouais. Mais où est-ce que je m'en allais avec mon autre question d'avant? C'est, tu sais, quand t'arrives, je disais, est-ce que des besoins qui ont été identifiés par le Canada puis tout ça, essentiellement ce que je m'en allais dire éventuellement, c'est est-ce qu'il y a comme, parce que les communautés autochtones, ils ont comme une résistance probablement à justement l'espèce de paternalisme peut-être du fédéral à venir, comme de s'inviter ou s'immiscer dans leur communauté puis leur dire comme hey, c'est comme ça qu'on fait ces affaires-là, tu sais. Ouais. Avec raison, historiquement parlant. Ben oui, complètement. Il y en a plein qui veulent pas, qui veulent pas collaborer avec nous, puis c'est correct aussi, là, tu sais, je veux dire, nous, puis tu sais, je dis nous, mais le gouvernement, quand il donne l'argent, il veut des redditions de comptes. Forcément, si tu dis que tu as utilisé l'argent pour le diabète, puis que dans le fond, tu as acheté des ordis, ça marche pas. Mais que tu sois blanc ou autochtone, ça marcherait pas pareil. Tu sais, on s'entend. Fait que, oui, historiquement, il y a le côté paternaliste qui est vraiment poche, puis qu'on essaie le moins possible de le faire, là, parce que on est là, allô, on est là pour vous aider, mais si vous voulez pas de notre aide, regarde, on va pas vous forcer, c'est ça l'affaire. Je sais pas si c'est comme ça partout, mais en tout cas, moi, dans mon équipe, au programme communautaire, c'est comme ça qu'on fonctionne, puis ça marche super bien. Tu sais, il y a une équipe qui travaille avec les survivants des pensionnats, puis ou des externats, puis, tu sais, eux,
ils ont beaucoup d'enjeux au niveau psychologique, c'est sûr, là, tu sais. Fait qu'on essaie de leur apporter l'aide, ben après ça, leur apporter l'aide, ben c'est comment qu'eux autres, ils veulent l'aide. Après ça, ben nous, on va juste les aider à ce que ça se réalise, tu sais, ou de leur donner les moyens. Il y a beaucoup de choses aussi, qui, par exemple, qui sont pas traduites, fait que des choses comme ça. Mais ultimement, c'est vraiment de limiter le plus possible cet aspect-là, là, parce que les communautés, je veux dire, ils ont assez souffert, là, un moment donné, là, c'est comme, faut qu'on prenne sur nous, là, c'est comme, ça n'a pas de bon sens, là, fait que, tu sais, je pense tout le monde, en tout cas, tout le monde que j'ai rencontré à mon travail, on est dévoué à notre travail, puis on est dévoué aux communautés, puis on fait tout pour que les autres soient contents, là, tu sais. Ouais, moi, ce que j'ai entendu beaucoup, c'est que ces gens-là, premièrement, ils veulent juste être reconnus comme des êtres humains. Là. Ah ouais. Puis, ils ont besoin criant d'agentivité, comme, que les gens reconnaissent qu'ils sont capables de prendre leurs propres décisions en tant que peuple. Ouais, c'est ça, puis c'est exactement ce qu'on valorise dans toutes nos actions au quotidien, là, parce que on veut tellement pas répéter les mêmes affaires qui se sont passées avant, là. C'est vraiment ça le plus important, là. Quelque chose d'intéressant que tu as dit tantôt, c'est qu'il y a un processus d'adaptation à la culture quand tu présentes quelque chose. Est-ce que il y a des programmes des fois ou des activités qui sont pas adaptées, qui doivent être adaptées? Comment ça fonctionne? Par exemple, c'est une initiative qui avait été réalisée par la Commission de santé des Premières Nations, Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations Québec-Labrador. Ça s'appelle le programme Kirano. Puis ça, à la base, c'est un programme d'activité physique qui est adapté à la réalité autochtone. Fait que, par exemple, dans le volet de nutrition, ben, c'est toutes des recettes avec des aliments traditionnels. L'activité physique est faite, la façon que c'est fait, ben, c'est vraiment pour favoriser les échanges, les activités en groupe, dans le territoire aussi, tu sais, fait qu'on va pas aller au gym, ça va être dans les sentiers ou dans la nature, whatever. Qu'est-ce qui répond, dans le fond, au territoire des personnes concernées. C'est vraiment un super beau programme. Mais s'il y a un autre programme qui est fait, je sais pas, par un organisme autre, qui est pas autochtone, puis qu'eux, ils aiment ça, ben ils peuvent le prendre aussi si ça leur tente, tu sais. Mais s'ils veulent l'adapter à leur réalité, ben là, c'est encore mieux. Parce que je pense que, ben, tu sais, dans toutes les études ou les documentaires, les gens avec qui j'ai parlé, c'est vraiment ça, c'est comment on veut avoir un sentiment d'appartenance puis un sentiment d'autonomie, ben c'est en adaptant puis en faisant nous ce qui nous parle vraiment de notre culture pour valoriser aussi les traditions, le partage intergénérationnel avec les aînés, comment que eux vivaient, comment que nous on peut l'adapter à notre mode de vie, aussi de voir l'activité physique d'une façon différente que juste comme un loisir. Tu sais, quand tu vas bûcher du bois, tu fais de l'activité physique. Là. Quand que tu vas te promener dans un sentier, que tu vas à la pêche, puis que tu fais du portage avec ton canot, tu fais de l'activité physique. T'as pas besoin d'aller pousser un traîneau dans le gym puis de faire des push-ups. C'est de revoir ça aussi. Là. Ouais, puis c'est quand même en lien avec ce que tu disais au début de notre entrevue, que ces mouvements-là, c'est des mouvements qui sont quand même mécaniques, puis ils peuvent être faits d'une manière... Chaque personne doit les faire d'une manière particulière pour bien les faire. Ouais, exact. Puis tu sais, nous, on va pas nécessairement avoir les mêmes objectifs avec tout le monde, comme je disais tantôt. Moi, mettons, avec mes patients, mes clients avant, ou même avec moi, là, que des fois, je suis zéro motivée, des fois, mon but, c'était juste d'aller dehors, me promener un peu, puis de faire comme, OK, là, j'ai fait de mon activité. Tu sais, tu te ressens sur toi. Mais quand tu le fais avec les gens que t'aimes, avec ta famille, avec tes amis, avec une gang, ça l'aide à ton mood, ça l'aide à te sentir moins seul aussi là-dedans, parce que c'est pas tout le monde qui est motivé, là, puis souvent on dit « Ah, laisse faire. » Mais non, mais si tu vas avec ton ami, avec ta famille, avec tes enfants, avec tes amis, ben c'est plus le fun. Tout le monde a participé, puis là, tu parles, puis là, tu te rends pas compte, ça passe le temps, puis tu regardes le paysage, blablabla, puis tu te remémores, hey, là, je dis ça, puis je suis pas autochtone, là, mais mettons, eux, de marcher sur les traces de leurs ancêtres, tu sais, c'est super puissant comme... tu sais, je lisais énormément là-dessus, puis tu sais, pour eux, ça veut tellement plus dire que juste aller s'entraîner, c'est merveilleux, là. Mais je pense que, admettons, juste faire de la marche en forêt, c'est bon pour tout le monde, là. Ben oui, complètement.
Je pense qu'ils ont fait des études sur être dans un endroit boisé là, pendant genre 45 minutes par jour, quelque chose de même. Ça a comme un effet apaisant qui est comme peut-être pas aussi bon que la méditation, mais qui est comme similaire au quand même, Connex. Ouais, complètement. C'est ça, comme ça permet de te recentrer, ça t'oxygène, tu sais. Je pense même il y avait une étude qui avait été réalisée, puis c'était juste des images, tu sais, mettons une personne qui est devant un projecteur, puis mettait des images de ville, puis d'autres c'était des images de nature, puis les personnes sont vraiment moins stressées avec des images de nature. Imagine dans la nature pour de vrai. Ah ouais, non, c'est ça. Tu vois comme une image de ville, c'est puissant, là. Carré, structuré, job. Béton, ouais. Pollution, bruit. Ouais. Tu vois comme la nature, tu dis, ah ouais, ça sent bon, c'est frais. Relax, ouais. Ah ouais, tu t'as pas besoin d'aller vraiment loin non plus, tu sais, à l'extérieur de Montréal, ou même des fois à Montréal, pour juste comme profiter de comme la pureté de l'air de... Ouais, on est quand même chanceux, il y a quand même beaucoup de parcs là à Montréal, fait que c'est le fun. T'sais, moi, je suis pas loin du parc Jarry. L'été, là, ça fait tellement du bien. Tu sais, des fois, il y a des endroits, t'as des arbres, on dirait que tu vois même plus rien, t'es où, tu vois le petit lac, t'as vraiment l'impression que t'es plus dans la ville, fait que c'est le fun, ça fait du bien, là. Ouais, j'ai fait de la revalorisation de milieu naturel pendant comme un été, en genre 2018, là, un des étés qui avait comme 6 canicules de suite. Là, c'était, on était à l'extérieur, on arrachait des plantes envahissantes. Là, c'était pas le fun. Sauf que t'as pas besoin de beaucoup de bois pour te perdre dans le bois. Ouais! C'est ça qui est weird. Ouais. Ah, j'en doute pas. Moi, j'ai un bon sens de l'orientation en auto, mais... en nature, oui, ça, là, dans le boisé, en arrière de la cabane à sucre à mon oncle quand j'étais jeune, là, c'était pas long, j'étais comme « Venez me chercher! » Ben, c'est ça, il y a comme des petits boisés, comme le parc Batelier, pas loin de la prison de Bordeaux, on travaillait là-dedans, puis c'est juste 300 mètres carrés, là, ça prend vraiment pas beaucoup de temps avant que tu fasses comme « Ah ouais, je suis comme ailleurs présentement. » Ouais, ah, c'est vrai, ça aurait vraiment du bien, ouais. C'est quoi faire de la kinésiologie en temps de pandémie? Ça ressemble à quoi? Oh boy! Puis là, tu sais, je parle vraiment pour moi là, et pas pour les gens qui faisaient du clinique ou qui font du clinique, là, ce qui se passe vraiment plus sur les plateformes Zoom, etc. Là. Mais moi, en ce moment, ce que je fais énormément, c'est de la recherche et de répondre aux demandes des communautés. Fait que, tu sais, j'ai eu la chance d'aller à Natashquan l'été dernier. Fait qu'on collabore un peu avec eux sur un projet, puis tu sais, là, c'est un peu plus sur pause, disons, à cause de la pandémie, à cause de la recrudescence des cas. Là, je sais même pas s'il y a des cas à Natashquan, mais je sais que sur la Côte-Nord, vers cette île, en tout cas, il y en avait quand même quelques-uns, là. Mais c'est ça, tu sais, si eux, ils m'envoient une demande, ben après ça, je réponds, puis je fais qu'est-ce que je peux. Fait que ça pourrait être plus occupé. Mais la job de fonctionnaire aussi fait en sorte que on a des day-to-day tâches, etc. Là, ouais. Fait que, tu sais, dernièrement, là, dans le fond, l'automne, on a travaillé beaucoup sur la gestion des rapports, l'analyse des rapports. Comme je te disais, avec les fonds qu'on octroie, ben, on a des redditions de comptes. Fait que on lit les rapports d'activité. Mais c'est super le fun. Il y en a plein qui nous envoient des photos, qui nous écrivent les activités qu'ils ont faites. C'est personnalisé avec plein de couleurs, tout ça, c'est super beau. Fait que c'est super intéressant. Tu sais, moi, je connaissais pas grand-chose aux communautés. Là. Je connaissais l'histoire vague qu'on a appris à l'école. Puis, tu sais, ma famille vient... j'ai grandi à côté de Kanawagé, puis ma famille vient de Oka, fait que à côté de Kanisatagé, puis je connaissais pas grand-chose. Mais tu sais, j'ai lu sur la crise d'Oka. J'ai lu tu sais, la commission Vérité et Réconciliation, j'ai lu plein de trucs sur l'histoire, sur les communautés. Parce que oui, je travaille en activité physique, mais si la communauté, mettons une communauté Atikamekw, me fait une demande pour un accompagnement pour un projet X, puis que j'arrive, puis que je leur parle, puis que je connais absolument rien à leur histoire, rien à leur culture, what's the point, t'sais? Le but, c'est d'établir un lien de confiance pour collaborer ensemble, puis qu'on ait du fun, puis qu'on respecte, eux, leurs valeurs, leurs droits, puis la façon qu'ils veulent gérer leurs affaires. Fait que si je connais pas leur histoire, ben, c'est calme, t'sais.
Fait que là, c'est sûr qu'il y a quand même pas mal de nations, puis il y a beaucoup de communautés, puis il y a beaucoup de choses à lire. Fait que j'en apprends tous les jours, fait que c'est le fun. Ouais, c'est quoi? Il y a à peu près 12 nations autochtones sur le territoire du Québec? Ouais, ben si tu comptes les Inuits, c'est ça, c'est 12, ouais. Ouais. Juste une petite couple de petites dernières questions. Je sais pas si... il y a de l'air d'avoir comme un monde de différence quand même entre lire sur une communauté autochtone puis la connaître pour vrai. Exact, ben oui, c'est clair. Puis c'est une des raisons pour lesquelles je regarde énormément de documentaires. Puis si vous avez la chance d'aller voir sur le site tout.tv, si vous faites juste écrire dans la barre de recherche genre autochtone, vous allez trouver, il y a plein de documentaires, autant sur l'histoire. J'ai écouté un documentaire, c'était super intéressant, c'était trois personnes, genre euro-descendants, mettons, là, blancs, qui allaient dans des communautés, puis c'était dans une optique de sevrage, puis de gestion de la dépendance. Puis c'était toutes des façons traditionnelles pour se ressourcer, se recentrer, puis une façon, mettons, holistique de voir la santé. Puis ça a complètement changé leur vie. C'est super intéressant parce que tu vois les pratiques traditionnelles de certaines nations, de certaines communautés, mais en plus de ça, tu vois à quel point ça a eu un impact positif sur la vie des personnes que pour eux, ils n'ont jamais eu aucun contact avec les communautés avant. Fait que je trouve ça super cool. Il y en a sur la musique, tu sais, il y en a name it, il y en a plein. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que, comme je te disais, j'ai pas la chance d'aller dans les communautés en ce moment. Fait que, oui, de lire, c'est important, mais quand tu vois les documentaires, puis tu vois les gens qui habitent là-bas parler, puis tu vois les images de la communauté, comment c'est, puis tu vois... c'est vraiment plus puissant que n'importe quoi, je pense. Ouais. C'est pour ça que j'ai vraiment hâte d'y aller, là, parce que de rencontrer puis de jaser, là, puis de voir, de voir qu'est-ce qu'ils font, comment ça marche, tu sais. Mais je pense que dans une situation privilégiée d'être capable d'avoir comme ces liens-là de confiance aussi, Ouais. que c'est pas quelque chose qui est nécessairement donné à tout le monde. Ouais. Je sais que on m'avait mentionné qu'il y avait des événements qui étaient faits pour pas nécessairement faire des contacts entre les communautés, entre les Montréalais, admettons, puis les gens des réserves autour, là, des powwows, des affaires Ouais. de même. Médéric Sioui que j'avais invité, il m'en avait mentionné une couple. Je l'ai pas comme sur le bout du cerveau présentement, là, malheureusement, mais Ouais. on pourrait en trouver. Ben oui, les powwows, j'en ai vu un justement à Odanak, qui est une communauté qui est pas si loin là, dans Montréal. Là. C'est comme en s'en allant vers Trois-Rivières, mettons, là, dans le bout de Nicolette. Puis c'était tellement le fun. Et moi, j'ai trippé. Là. Tu vois justement les habits traditionnels, la régalia que les danseurs portent, qui sont super colorés. C'est tellement beau. Puis là, c'est super familial, accueillant. Tu sais, eux autres, ils sont tellement fiers de leur culture. Puis ils ont tellement de belle culture. Puis c'est tellement le fun de les voir la partager avec nous. Parce que justement, le contexte historique fait en sorte qu'ils pourraient ne pas vouloir nous la partager, tu sais. Fait que ça, je trouve ça tellement... Je suis tellement reconnaissante de ça que justement, les communautés, les Autochtones au Québec sont pas mange de la merde, vous avez été tellement wack avec nous. Tu sais, ils sont super ouverts, sont gentils, sont accueillants, sont merveilleux, vraiment. Puis après ça, t'as tous des petits stands. Moi, je me suis acheté des bijoux faits à la main, tout ça. Moi, je triple. L'artisanat autochtone, c'est tellement hot. La culture culinaire aussi, c'est super intéressant. Fait que, bref, il y a tellement de choses à voir dans les powwows. Là. Fait que je sais qu'à chaque année, ils font comme la liste de chaque communauté. Le powwow, il est quand, la date, puis c'est sûr qu'on pourra peut-être pas aller sur la Côte-Nord tout le temps, là, mais si vous avez la chance d'aller voir un qui est plus proche de Montréal, là, ça vaut vraiment la peine, c'est vraiment le fun. Cool! Ben, écoute, Camille, super belle affaire que tu nous parlais. On commence avec la kinésiologie, je veux dire, Ouais. excuse-moi. Puis on finit avec comme reconstruire les liens entre les communautés. Ouais, ben c'est ça qui est le fun, c'est qu'avec le sport et l'activité physique, c'est un contexte complètement différent, tu sais. Moi, ce que je représente comme étant le gouvernement blanc, c'est tellement pas
c'est tellement pas cute au départ, là, aux yeux, mettons, d'une personne qui a vécu les traumatismes des pensionnats puis qu'elle vit dans une communauté, whatever. Mais quand on arrive là, nous, notre but, c'est juste de faire en sorte que ce qu'ils veulent, ça se réalise de la façon qu'ils veulent le faire, puis de créer des liens à travers quelque chose qui est pas politique, ben, en tout cas, qui l'est moins, là, disons. Fait que non, c'est vraiment c'est une super job, j'adore ce que je fais, j'ai vraiment hâte de voyager, d'aller voir les communautés parce que je trouve que j'en apprends tous les jours, puis ça me fascine, là. Tu sais, même les centres d'amitié autochtone au Québec, là, il y en a plein dans les grands centres. Fait que si vous avez la chance aussi d'aller visiter ça, là, c'est super, là. Je suis allée voir celui de Val-d'Or, moi, là, puis vraiment cool. Wow, ben on va aller regarder ça. Ouais. Merci beaucoup, Camille. C'était super le fun. Ben, merci à toi. Ça m'a fait plaisir.